Si, je vous assure que la situation est très mauvaise dans tous les domaines, en fait, vers lesquels on se tourne. Hein, que ce soit le niveau de vie des Français ne cesse de se dégrader. Quand je dis des Français, c'est de 80%. On peut faire un peu plus fort, s'il vous plaît, on n'entend pas. Ah, ouais, j'ai un petit effet Larsen qui risque d'être... On va peut-être voir là. J'en profite pour vous dire de mettre votre téléphone portable sur off, ou répondeur, ou mode avion. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? C'est mieux. C'est mieux. Donc j'avais commencé à dire que le niveau de vie des Français continue de se dégrader. Quand je dis les Français, c'est peut-être 80%, 90% des Français, parce qu'en réalité, il y a de nombreux Français avec de nombreuses professions. On peut considérer que les Français qui étaient déjà un petit peu justes, qui avaient des mal à finir les fins de mois, sont en train de verser dans la misère. Il suffit de regarder le nombre de SDF qu'il y a dans les villes de France. Paris, par exemple, maintenant, le soir, il y a des SDF presque dans toutes les portes cochères. Les classes moyennes ont commencé maintenant à perdre du niveau de vie, et il n'est pas rare que des employés et techniciens, etc., qui avaient une vie correcte il y a encore 4, 5, 6 ans maintenant, aient du mal à terminer les fins de mois. À partir du 15 ou du 20, ça coince. Les cadres supérieurs commencent à être inquiets à leur tour, parce que eux, ils gagnent encore pas mal d'argent, mais il y a des licenciements, et puis il y a des menaces de mise en concurrence avec des professions venues d'ailleurs pour faire la même chose, mais beaucoup moins cher. La directive des travailleurs détachés, elle s'applique à tout le monde, et en particulier dans les années qui viennent, c'est quand même ça qui est nouveau aussi, c'est qu'il commence à y avoir des avocats, des notaires, des gens qui étaient au-dessus de la société, au-dessus du panier, et qui commencent à être très inquiets pour leur sort. Et puis il y a toute petite minorité de gens qui, eux, gagnent des fortunes de plus en plus considérables. On assiste à une ouverture des inégalités de façon spectaculaire, avec une toute petite partie de la population qui gagne des sommes phénoménales. Je cite souvent quelqu'un que je connais bien, puisqu'il a fait les mêmes études, le même parcours que moi, qui est Frédéric Oudéa. Il est loin d'être l'un des Français qui gagnent le plus, mais qui est président de la Société Générale, et un président de banque en France actuellement gagne quelque chose comme 280 à 300 000 euros net par mois. Ah, oui. Enfin, ne lésinons pas. Et encore, ça n'est pas du tout ce qui est... Donc on a une ouverture considérable des inégalités sociales, avec malheureusement, pour le plus grand nombre, de plus en plus de gens qui ont du mal à finir les fins de mois. La deuxième chose, c'est que l'on constate la privatisation et la démolition des services publics. Vous avez sans doute appris, on est dans la région PACA, sauf erreur de ma part, que si j'ai bien compris, le TER va être privatisé. Dans l'ouest de la France, c'est la SNCF qui commence à privatiser des liaisons. Vous savez aussi que EDF est en voie de privatisation rampante, que les aéroports sont en train, la gestion en tout cas, d'être privatisée, avec ce beau succès qu'a obtenu votre ami Macron. Je sais que vous l'aimez bien, moi non. Votre ami Macron, alors qu'il n'est pas encore président de la République d'ailleurs, qui avait négocié la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse, qui a été vendu à une société canadienne réputée, je crois que c'était Lavalin, réputée pour des actions de corruption. D'ailleurs, c'est le scandale en ce moment, bat son plein au Canada avec Justin Trudeau. Et puis l'autre partie, c'était un Chinois, Mike Poon, qui est
Il est parti sans laisser d'adresse. Il avait une des fortunes aux Bahamas, je ne sais pas quoi, j'ai pas bien compris. On ne comprend jamais rien dans ces trucs-là. Enfin, c'était vendu à des escrocs. Il y a l'aéroport de Nice qui est en gestation, donc qui a été vendu. Maintenant, c'est l'aéroport de Paris que l'on va vendre la gestion de l'aéroport de Paris. Les autoroutes ont été vendues, la plupart d'entre elles. Il va arriver qu'on va commencer à vendre les routes. C'est pas un scoop. Ou si c'en est un, je vous l'apprends. Mais actuellement, dans les années du pouvoir, on se demande s'il ne va pas falloir vendre des routes avec des prix, pour payer des tarifs, des péages pour prendre la route nationale. On est en train de privatiser un nombre considérable. En fait, on est en train de privatiser peut-être un des plus grands scandales que je connaisse moi en ce moment, c'est la privatisation de la Française des Jeux. Je rappelle que la loterie nationale a été créée par François Ier dans les années 1515, 1520, c'est-à-dire il y a 500 ans, il y a un demi-millénaire, et que par principe c'est un truc qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État. Comment se fait-il qu'on vende quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent à l'État? On va valoriser ça combien? Ça ne se vend pas quelque chose qui ne fait que rapporter de l'argent. On va également assister, si on continue sur ce chemin, à la vente des vrais bijoux de famille. Vous savez, ou vous ne savez pas, que déjà une aile du château de Versailles est louée en bail, sous un bail de 30 ans, je crois, à une société américaine pour y faire installer un hôtel. Mais si on continue sur cette pente, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va nous expliquer, vous comprenez, finalement la Joconde, peut-être qu'on pourrait avoir une reproduction, et puis on pourrait vendre la Joconde à l'émir du Qatar. Et que les collections du patrimoine national, qui sont ce que les générations, les 40 générations qu'ont fait la France ont accumulé pour nous, vont risquer d'être dilapidées les unes après les autres. Côté du droit du travail, c'est la démolition aussi qui prévaut. De plus en plus, il va être de plus en plus compliqué d'avoir un contrat à durée indéterminée. Ça va être maintenant des contrats à durée déterminée, et puis des contrats de plus en plus courts, avec une protection de plus en plus faible, avec la suppression prévue du SMIC. Tout ça, tout ce qu'elle nous avait légué, moi je l'ai cité quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, moi je fais de la politique pour des nobles raisons. Je sais que c'est assez rare. D'ailleurs, vous devriez toujours vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un fait-il de la politique. Moi, si j'avais pas fait de politique, je gagnerais beaucoup, beaucoup plus d'argent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez rare dans cette profession. Moi, je fais de la politique parce que je pense à des gens que j'ai aimés étant petit, et je me rappelle, quand j'étais petit, mon grand-père qui me disait « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Parce que c'était ça, quand on essaie dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, c'est ce que disaient les grands-parents. Parce qu'ils avaient assisté tout au long du XXe siècle à une augmentation, à une amélioration de la condition de vie des Français, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. 30 Glorieuses d'ailleurs qui se sont déroulées, mais c'est une autre histoire, au même moment que le franc se dépréciait progressivement par rapport à la monnaie allemande. Je le dis tout de suite parce qu'il y a des gens qui confondent, c'est un peu compliqué, mais qui confondent la bonne santé apparente d'une monnaie avec la bonne santé d'une économie. Et on peut avoir une monnaie comme actuellement l'euro, une monnaie qui est forte, puisqu'en fait on partage un peu, c'est pas vrai juridiquement, mais c'est vrai en termes de taux de change, la même monnaie que l'Allemagne, sauf que cette même monnaie que l'Allemagne est trop chère pour l'économie française. Je le dis depuis 12 ans, ça ne cesse de s'aggraver. Vous avez peut-être vu, si vous allez sur Internet, cette révélation sensationnelle faite quand même par un organisme allemand qui est tout à fait sérieux, qui n'est pas français, c'est pas un truc complotiste, conspirationnel, tous les noms d'oiseaux dont on nous accable dès que l'on ose dire et remettre en cause la pensée dominante. Dès qu'en France vous dites le contraire de ce que vous entendez sur TF1 et BFM, on vous dit que vous êtes complotiste. Là, c'est une étude très sérieuse qui a été faite par un organisme allemand qui a révélé que l'euro, depuis 20 ans, a coûté des sommes énormes à deux pays, c'est la France et l'Italie, et en revanche, a rapporté beaucoup d'argent à l'Allemagne. Ils ont même chiffré, statistiquement et en moyenne,
ça a coûté quelque chose comme 52 000 euros sur 20 ans par Français. C'est-à-dire que une des raisons de notre affaiblissement, c'est que nous avons une monnaie trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie française. Je reviens à ce que je disais à l'instant. Nos parents, nos grands-parents s'étaient battus pour qu'on ait des protections sociales, pour que l'on ait une vie meilleure, pour que l'on ne soit pas, quand on va au boulot, on ne soit pas avec le sentiment de pouvoir être viré du jour au lendemain, comme c'est le modèle, paraît-il, aux États-Unis, où vous pouvez être viré du matin à l'après-midi, comme un disposable, comme on dit, jetable, un salarié jetable. Eh bien, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Vous savez qu'on a un taux de chômage officiellement de l'ordre de 9%. Mais si on y ajoute les gens qui ont des petits boulots parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, ou qui ont des stages de formation bidons, ou ceci ou cela, on arrive à un taux de chômage qui est peut-être de 17, 18%, 20% du taux de chômage. À ceci s'ajoute également le sentiment d'un pays qui provoque encore plus les inégalités. Macron supprime l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça coûte à peu près 4 milliards d'euros au budget de l'État. 4 000 millions d'euros. Hein. C'est des sommes tellement énormes qu'on ne s'en rend pas compte. Au même moment, le gouvernement a décidé, vous savez que le gouvernement, c'est celui qui décide des taux d'intérêt qui vont être donnés aux détenteurs de livret A de caisse d'épargne. Livret de caisse d'épargne, c'est tout le monde. Enfin, 80% des Français ont un livret de caisse d'épargne. Donc c'est par définition même, c'est l'épargne populaire. La moyenne, en gros, des dépôts est de 4 500 euros sur un livret de caisse d'épargne. Pour beaucoup de Français, c'est parfois la seule économie qu'ils ont, les seuls sous de côté, en cas de coup dur. Eh bien, le gouvernement a décidé royalement, pour 2018, d'accorder un taux d'intérêt de 0,75%. Alors que selon les calculs de l'INSEE elle-même, l'inflation l'année dernière a été de 1,9%. Alors, je ne veux pas ici entrer dans des calculs financiers complexes, mais si vous avez un taux d'inflation de 1,9% sur un an, et que l'État vous donne 0,75, ça revient en fait à ce que l'État vous pique la différence entre 1,9 et 0,75, c'est-à-dire 1,15%. Et on estime que l'État, ça a fait la poche des détenteurs de livrets A de caisse d'épargne d'un montant de l'ordre de 3,2 à 3,5 milliards d'euros l'année dernière. Ça veut dire concrètement que l'État a pris aux pauvres pour donner aux riches. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Alors que c'est quand même dans une situation où, par ailleurs, on assiste à l'augmentation des inégalités. On assiste aussi à la démolition de ce qu'a été notre pays avec la fusion forcée des communes. Fusion forcée des communes qui n'était dans aucun programme présidentiel. Jamais personne n'a demandé aux Français, votre petit village dans lequel vous vivez, je m'adresse ici plutôt aux gens qui vivent dans des villes de moins de 1500 ou 1000 habitants, eh bien, elle va être fusionnée d'office. C'est pourtant ce qui se passe. De la même façon que ce qui se passe, c'est que on est en train de donner de plus en plus de pouvoir aux régions et de moins en moins à l'État. De plus en plus aux régions, de moins en moins aux départements. De moins en moins aux petites communes, de plus en plus aux communautés de communes. Il y a derrière tout ça une politique cachée aux Français que je suis le seul responsable politique à expliquer depuis des années. Et malheureusement pour mon pays, ce que je dis est vrai. Est vrai parce qu'il est confirmé par les événements. Ces décisions, j'y reviendrai tout à l'heure, nous sont imposées dans un objectif politique très précis. Alors, je terminerai ce descriptif également avec la situation internationale. La situation internationale, les Français, c'est pas la première de leurs préoccupations, on peut les comprendre. Quand on a un problème de fin de mois, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe à 5000 km ou à 10 000 km. Néanmoins, je voudrais rappeler d'abord que M. Macron est en train de se fâcher avec la planète entière. Il nous donne des leçons de morale constamment, de démocratie, etc., et puis qu'il faut être ouvert sur le monde et si est sain.
Depuis qu'il est à l'Élysée, il s'est fâché avec Poutine, avec Trump. Vous savez, quand il est allé voir Trump, Trump l'avait présenté comme un bichon qu'on présente dans un concours canin. Vous voyez, en disant, regardez, il avait dit, ah, he's almost perfect. Il avait dit, ça, il est presque parfait. Et puis il avait mis qu'il y avait des pellicules. Donc il avait brossé les pellicules comme ça, puis il a dit, ah, now it's perfect. C'est une humiliation énorme. Est-ce que vous imaginez Kennedy en 62 ou 63 dire à Charles de Gaulle, alors Charles de Gaulle était plus grand, en disant attendez, général, je vais vous enlever vos pellicules. Trump s'est payé la tête de Macron. Macron est brouillé avec le gouvernement britannique. D'ailleurs, dans sa dernière tribune, là vous l'avez peut-être vu, il commence à taper sur le Brexit. Il dit qu'il a donné comme instruction qu'il fallait que les Britanniques payent cher leur sortie de l'Union européenne, etc. Donc il est brouillé aussi avec les Anglais. Trump et Macron s'est fâché avec les Italiens. Pour la première fois depuis 70 ans, la France a rappelé son ambassadeur de France à Rome. En tout ça, c'est des histoires de diplomates, mais il s'est fâché avec les Italiens. Il est fâché avec les Polonais, puisqu'il ne cesse que de donner à la Pologne des leçons de morale sur la démocratie qui est bafouée en Pologne. Pourquoi d'ailleurs ça? Parce que figurez-vous que le gouvernement polonais a décidé que les membres du Conseil constitutionnel, la Cour suprême polonaise, prendraient leur retraite à 60 ans et les successeurs seraient nommés par le gouvernement. Alors monsieur Macron a dit c'est un scandale démocratique, c'est contraire à la séparation des pouvoirs. Mais non d'une pipe, qui nomme en France les membres du Conseil constitutionnel? C'est lui. Et c'est le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avec, vous l'avez vu d'ailleurs, avec quel doigté il fait ça, puisqu'il nous a sorti d'un chapeau un repris de justice, monsieur Juppé, qui va arriver donc là, et qui va être nommé pour 8 ans, 9 ans s'il vous plaît, qui terminera son mandat plus âgé que celui que commence Bouteflika pour la 5e fois. C'est dingue. Et Macron donne des leçons de morale à la Pologne. Macron s'est fâché avec les Hongrois. Parce que, paraît-il, M. Orban, il veut fermer les questions migratoires. Macron s'est fâché avec les Comores et toute l'Afrique de l'Est. Il est allé à Mayotte. Il y a quelqu'un qui vient de Mayotte, d'ailleurs. Voilà. Quand on s'était connu à Mayotte. Il s'est fâché parce qu'il est allé à Mayotte, notre petit département de l'océan Indien, dans le canal de Mozambique. Puis, vous savez qu'il y a un drame de l'immigration, c'est qu'il y a des habitants des Comores qui viennent régulièrement essayer d'entrer à Mayotte et puis ils meurent dans le canal de Mozambique. Alors, qu'on soit pour ou contre l'immigration, c'est toujours un drame humain de voir des femmes, des enfants et des hommes qui meurent sous les. Moi j'y suis allé, j'avais parlé avec le colonel de gendarmerie qui avait les larmes aux yeux des spectacles quotidiens qu'il voit. Et Macron a dit, ah oui, dans le canal de Mozambique, on va surtout à la pêche aux Comoriens. C'est ignoble. Alors il s'est déjà mis au dos les Comoriens, toute l'Afrique de l'Est. Après ça, il est allé, vous savez, en Afrique de l'Ouest. Il est allé au Burkina Faso, à l'université de Ouagadougou. Il s'est foutu carrément, excusez-moi d'être vulgaire, mais carrément de la gueule du président qui le recevait, Roch Kaboré, en disant, bah tiens, il est allé réparer la clim. Il s'est brouillé avec toute l'Afrique de l'Ouest. Après, il est allé au Ghana. Le président du Ghana l'a très mal traité. Voilà. D'ailleurs, même quand il est allé en Australie, comme il parlait mal l'anglais, il a dit de la femme du Premier ministre anglais, il croyait bien faire, et il a dit que la femme du Premier ministre britannique, elle était bonne. Il croyait trousser un compliment, il a fait que trousser la dame. Enfin, d'ailleurs, j'en sais rien. Au passage. Bref, en matière internationale, c'est également une catastrophe. Et la tribune qu'il a signée il y a quelques jours sur les questions européennes, j'ai été interrogé là-dessus hier, j'étais invité à l'émission de Thierry Ardisson sur C8, que je vous invite à regarder demain soir à partir de 18h45, je crois, parce que s'il n'y a pas trop de coupes,
C'est 3 étoiles dans le Michelin, vous le voyez. Donc là, non, la situation, elle est quand même très très mauvaise. Alors, face à cette situation très mauvaise, il y a un phénomène nouveau qui est apparu à partir du 17 novembre dernier, c'est le phénomène des gilets jaunes. Alors moi, les gens me demandent qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes, est-ce que vous êtes gilets jaunes, et ci et ça. Moi, j'ai écouté ce qui s'est passé. Je dirais d'abord, les gilets jaunes, c'est tout le monde. C'est pas un club d'amateurs de whisky qui se sélectionne. Tout le monde peut porter un gilet jaune. Ça veut dire que chez les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes de droite, il y a des gilets jaunes du centre, il y a des gilets jaunes de gauche. Vous avez des gilets jaunes qui ont tendance à porter des revendications de nature sociétale, par exemple sur l'IVG, le mariage pour tous. Vous avez plutôt des traditionnalistes, des gens de droite. Vous avez des gilets jaunes qui ont plutôt tendance à porter des revendications de type économique ou fiscal, remettre en cause par exemple la suppression de l'ISF, qui veulent recréer l'ISF, ou qui veulent s'attaquer à ce scandale absolu qui est le CICE, où on donne 40 milliards d'euros, dont d'ailleurs beaucoup d'argent à des très grands groupes financiers qui n'en peuvent plus de donner des dividendes à leurs actionnaires, on leur en donne encore. Et puis vous avez des gilets jaunes qui, eux, ont une autre vision des choses, qui ont commencé, je pense que ça c'est très très porteur, enfin c'est très intéressant, c'est d'aller au-delà de ces revendications spontanées, quotidiennes, c'est de se poser une autre question, c'est le problème de l'organisation des pouvoirs publics. Et comment se fait-il, parce que c'est le sentiment que les gens ont, comment se fait-il que, en fait, où est passée notre démocratie? Voilà, c'est-à-dire que l'on vote à droite, ou on vote à gauche, en fait, à part les détails, on a un peu la même politique de Sarkozy en Hollande, de Hollande en Macron, etc. Et une politique que les Français majoritairement rejettent. Donc cette catégorie de gilets jaunes-là aura tendance à s'intéresser à d'autres questions, notamment celle posée par mon ami Étienne Chouard sur le référendum d'initiative citoyenne, que vous savez qui je suis, que moi j'avais proposé depuis 2011 sous la forme de référendum d'initiative populaire. C'est pas exactement pareil, mais c'est pratiquement la même chose. Et puis d'aller au-delà. Alors au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est ça qui est assez formidable dans ce mouvement, assez composite, avec des gens qui ne sont pas d'accord sur plein de choses. Mais les Gilets jaunes, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est que c'est quand même au peuple français de décider. Ça s'appelle la démocratie. Demos, kratos. Demos, le peuple, kratos, le pouvoir. Et alors, ou bien on est en démocratie, c'est donc le peuple qui doit décider, ou bien on n'est pas en démocratie. On considère que ça doit être Pierre, Paul ou Jacques qui est plus compétent. Moi, on me reproche souvent, on me l'a encore reproché, je ne sais plus où, de parler de dictature européenne. Oui, c'est une dictature. Parce que c'est quoi une dictature? Étymologiquement, il faut remonter à l'Antiquité gréco-romaine. Un dictateur, c'était quelqu'un qui dictait ce qu'il fallait faire dans le cas où une cité était assaillie par l'étranger. À ce moment-là, on remettait tous les pouvoirs à un expert en art de la guerre, en poliorcétique. C'est peut-être pas ce mot, c'est l'art des sièges militaires. Quelqu'un qui était capable de sauver la ville, la cité, de ceux qui voulaient la détruire. Et c'est lui qui donc donnait des instructions. On suspendait en quelque sorte les libertés publiques. Mais qu'est-ce que c'est que la construction européenne? Qu'est-ce que c'est en fait que les commissaires européens, si ce n'est que des dictateurs au sens... C'est même pas polémique, c'est au sens vraiment politique profond que je le dis. Ils ne sont pas élus, notamment. Ce qui est important, c'est que de plus en plus de gilets jaunes, notamment sur les ronds-points, ont commencé à réfléchir, et puis de proche en proche, ils ont commencé à se dire, mais d'où est-ce que le mal vient? Quelle est la cause des causes des causes? Et progressivement, et c'est pour ça que notre mouvement politique en ce moment monte de façon verticale, Thierry Ardisson me l'a confirmé hier soir en off, c'est-à-dire qu'est-ce que vous montez en ce moment? C'est parce que les Français commencent à découvrir que ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, ceux qui décident du pouvoir, ne sont plus en France. Très concrètement, ils sont à la Commission européenne à Bruxelles pour fixer les directives qui vont ensuite être intégrées dans le droit français par nos députés, qui n'ont pas le choix.
Ils vont être à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, qui va gérer la monnaie, gérer le taux d'intérêt, nous imposer des politiques de rigueur, suivre notre déficit budgétaire. Et ils sont à Washington pour l'OTAN, c'est-à-dire pour toute notre politique étrangère. Ce que je dis là, ça n'est pas du complotisme, gna 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 gna. Les gens d'ailleurs maintenant, heureusement de moins en moins de Français, entrent dans cette machination qui consiste à refuser tout débat simplement en fulminant une excommunication, vous êtes complotiste. Non, non, c'est pas du complotisme, c'est que les gens maintenant ils vont se renseigner, ils vont regarder d'où est-ce que ça vient, et notamment les traités. C'est comme quand vous êtes, si vous avez un emploi, si vous êtes salarié, quand vous êtes salarié dans une entreprise, vous signez un contrat de travail. Si vous avez un petit peu de jugeote, ou si quelqu'un vous conseille, ou si vous avez un petit peu de bouteille, vous savez bien que c'est très important. C'est comme le contrat d'achat un contrat de prêt, ou contrat d'achat un appartement, ou contrat d'achat d'une voiture. Vous devez toujours bien lire votre contrat, et en particulier faire attention aux petites clauses écrites en tout petit sur lesquelles le vendeur n'attire pas votre attention, parce que c'est ça qui est important. C'est pareil pour un contrat de travail. Et donc, moi, vous vous rappelez qui je suis, j'étais à l'élection présidentielle en 2017, je me suis fait remarquer un petit peu, brocarder, ridiculiser, beaucoup, parce que je citais des articles des traités. Il y avait des gens qui disaient « Bon, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est comme si vous alliez, par exemple, voir un médecin, et puis que le médecin dit « Ah ben, je vois très bien ce que vous avez ça, ça, ça et ça, je vais vous donner tel et tel médicament, c'est même un... » Et là, vous partez en courant en disant « Oh là là, mais je m'en vais, il connaît trop bien son métier. » Ou si vous alliez voir un avocat pour un problème avec votre employeur, vous allez voir un avocat spécialiste du droit du travail qui dit « Bah oui, je connais très bien, c'est l'article 57 bis du Code du travail, c'est la jurisprudence, machin chose, on va faire ça, ça et ça. » Et vous fuyez en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il connaît trop bien le droit du travail, je vais vite aller voir un charlatan. » Mais c'est ce qui s'est passé, en fait. En fait, c'est ça. Moi, on m'a reproché d'expliquer aux Français qu'ils faisaient des articles qui expliquaient la situation, et les Français se sont dit « Bah non, 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 on va aller voir quelqu'un qui nous dit « Pensez printemps, les amis. » En fait, il ne faut pas être trop sévère avec nos compatriotes, parce que ils ont été forcés à penser comme ça. Hein, je rappelle que pour ce qui me concerne, j'ai eu 1% du temps de parole. Et que lorsque je ne parlais pas, personne ne parlait de moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait des commentateurs pendant toutes les élections qui parlaient des grands candidats, et c'est ça. Moi, jamais, je n'existais pas. Je rappelle que votre ami Macron a eu pendant 2 ans avant l'élection présidentielle de 2017, il a eu des milliers d'articles de journaux le présentant à quel point il était formidable, et ci et ça, avec des Paris Match et VSD, enfin, il y en avait pour toutes les catégories de la population. Le couple extraordinaire qu'il formait avec Brigitte Trogneux, un truc extraordinaire, voilà, c'était le génie du siècle. Voilà. Il a eu, pendant les mois précédant l'élection présidentielle, 120 couvertures de magazines. 120 couvertures de magazines, qui étaient d'ailleurs souvent reprises sur les kiosques à journaux. Moi, non seulement j'ai eu 0 couverture de magazine, mais mon nom n'a même jamais figuré dans aucun des magazines. On estime qu'il a eu 25% du temps de parole quand j'ai eu 1%. D'ailleurs, si on y ajoute le fait que les grands médias ont décidé, à partir du moment où vous avez 11 candidats à la présidentielle, mais les grands médias ont dit « Alors, vous avez 5 grands candidats. Macron, Fillon, Hamon, Mélenchon, Le Pen. Et puis vous avez 6 petits candidats. Regardez-les, ceux-là. 85%, 90% des Français qui ne s'intéressent pas spécialement à la politique, ils ont regardé les grands candidats. Et les petits, hop, on n'en parle pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en ce moment on assiste à ce phénomène qui est quand même assez incroyable quand on y réfléchit. Il y a tous les jours des gens qui nous appellent, des gilets jaunes d'ailleurs, des gilets jaunes de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, de Dunkerque, de Brest. On voudrait se renseigner sur l'UPR, on en a entendu parler, monsieur Asselineau, on ne connaît pas ce monsieur. J'ai été candidat à l'élection présidentielle, ils ne me connaissent pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Normalement, quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle devrait être connu de tous les Français, qui aurait dû être au courant de façon approfondie
de ses analyses et de ses propositions. Mais si vous y réfléchissez, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein. Vous mettez Poutou, vous mettez Artaud, vous mettez Lassalle, vous mettez même Dupont-Aignan, on avait droit à des miettes. Et moi, quand par ailleurs j'arrivais devant une chaîne de radio ou de télévision, on me traitait en gros comme si j'étais à peu près un mélange entre Barbe Bleue et Marc Dutroux, quoi. Quel effet ça fait? Vous êtes, on dit de vous que vous êtes complotiste, conspirationniste. Un jour, il y a un journaliste qui me dit: ça fait quel effet d'être un petit candidat? Je lui ai répondu: ça fait quel effet d'être un petit journaliste? La notion de... La notion de petit et de grand candidat est un scandale en soi, puisque nous avons normalement tous la même dignité, puisque nous avons tous eu plus de 500 parrainages. Moi, j'ai eu 587 maires, 584 maires, et puis deux conseillers départementaux et un conseiller régional, je crois, qui m'ont parrainé. Donc, normalement, je devrais avoir la même... Ce qui se passait en 1965, à l'élection présidentielle de 1965, tous les candidats avaient exactement le même temps de parole, et les journalistes avaient interdiction de commenter ça entre les moments. Alors que maintenant, lorsque les gens me disent Macron a été élu démocratiquement, non, il a été élu médiatiquement. Ce sont les médias qui ont décidé qu'il devrait être élu. Alors, on est dans quelle situation aujourd'hui? On est dans la situation d'un pays... moi, je compare les Français à des passagers qu'on fait monter dans un avion. Ils les fait monter dans un avion. Ils s'assoient. Et puis, on leur dit, maintenant, vous allez élire le commandant de bord. Alors, vous avez 11 prétendants au poste de commandant de bord qui passent. Et puis, il y en a un qui est... il y a une femme, 2 femmes, d'ailleurs. Et puis, ils passent, alors ils essaient de dire 3-4 mots. Il y en a un, il occupe 25% du temps de parole à lui tout seul, et il dit « Pensez vacances, les amis !» Et alors on vous dit, par les haut-parleurs à l'intérieur de l'avion, on vous dit ouais, il est jeune, il est vachement bien, sa femme, il est extraordinaire. Avec lui, on va partir en vacances, regardez ce qu'il a dit, pensez vacances, les amis. Et puis moi, je suis là-dedans, l'un des 11 prétendants, et je dis, mais attendez, il faut que vous regardiez le plan de vol de cet avion. Et moi, regardez, non, taisez-vous. Je n'ai pas pu dire, regardez le plan de vol de l'avion. Parce que c'est le plan de vol qui compte. On s'en fout que le commandant de bord, il soit grand, petit, gros, maigre, etc., qu'il soit brun, blond, que ce soit homme ou femme, je ne sais pas quoi. Ce qui compte, c'est le plan de vol. Et moi, je disais, regardez le plan de vol. Complotiste! Alors, les Français, dans leur grande sagesse, ont voté pour le commandant de bord. Ils disaient, pensez vacances, les amis. Ensuite, on voit débouler des hôtesses et des stewards qui viennent se faire élire. Ce sont les députés. Donc il y en a qui passent comme ça, il y en a qui disent « Ah, nous, on est super copains avec le commandant de bord que vous venez d'élire. Nous, on dit pensez, vacances, les amis, etc. » Et puis nous, il y en avait d'autres qui étaient là. « Regardez le plan de vol. Non, mais vous êtes complotistes. » Donc, les Français se sont dit « On a élu un commandant de bord qui va nous emmener en vacances. Choisissons les hôtesses et les stewards qui vont avec. » Et c'est les élections législatives. Puis lorsque les élections sont terminées, tout le monde, les candidats non retenus sont priés de dégager. On ferme les portes de l'avion et le commandant de bord commence à dire « Serrez-vous la ceinture ». En fait, on fait un doute, clac, l'avion se met en bout de piste et il décolle. Et alors, comme tout le monde s'est dit, on va penser vacances les amis, ils se disent, on va sans doute aller aux Antilles. Alors, moi j'ai toujours rêvé d'aller à Plage du Diamant en Martinique, là, sous les cocotiers, 28 degrés, les alizés, la mer turquoise, c'est mon rêve.
Et donc l'avion décolle, donc tout le monde pense que l'avion va prendre la direction ouest-sud-ouest. Pas du tout. L'avion, direction nord-est. Le plan de vol, c'était Paris-Berlin. On arrive à Berlin, il fait moins 15 degrés, et on dit maintenant, sortez de là, mettez vos gilets jaunes. En gros, c'est ça, les élections qui ont eu lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au-delà de la plaisanterie que je fais, mais ça fait ressortir la vérité, c'est une escroquerie. Les Français ont été arnaqués, bernés, escroqués, en réalité parce qu'on ne leur a pas parlé du plan de vol. Le plan de vol, ce sont les traités européens, traités sur l'Union européenne, traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont aussi fondamentaux que lorsque vous signez un contrat de travail avec votre employeur. Le plan de vol, c'est également les décisions qui sont prises par la Banque centrale européenne, par la Commission européenne, et notamment, c'est d'ailleurs incroyable que je sois le seul responsable politique à en parler, plus les gens qui sont à l'UPR, mais je suis le seul à en parler. Moi, j'aimerais que pourquoi M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, M. Tartemuche, Mme... je comprends à la limite que les gens d'En Marche n'en parlent pas, mais pourquoi les autres prétendus opposants ne parlent pas de ce qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui est pondu chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121. Je retombe sur mes travers. Enfin, je cite des numéros d'articles, excusez-moi. Je vais battre ma coulpe. En vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui demande des choses extrêmement précises à la France chaque année. Et si la France ne l'a pas fait une année, ça s'accumule avec les dossiers des années suivantes, où on va demander d'autres choses encore. Par exemple, allez lire le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015. La Commission européenne demande à la France de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a pas été fait en 2016. Parce que Hollande, courage Fillon, s'est dit je vais filer ça au successeur. Mais s'il avait été élu, il aurait été obligé de le faire. Tout comme tous les candidats qui auraient été élus, sauf moi, puisque tous les autres voulaient rester dans l'Union européenne. Alors on peut bien sûr dire je ne vais pas respecter le truc. Mais si vous ne respectez pas le truc à ce moment-là, vous êtes déféré à la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a des sanctions. C'est comme si vous disiez « Ah ben moi maintenant j'en ai ras-le-bol des feux rouges, j'ai décidé de ne pas respecter les feux rouges. » Ben oui, ben d'abord, mais vous aurez des sanctions sans compter éventuellement des accidents. Donc, toute personne qui sera élue à l'Élysée doit appliquer ça. Et vous retrouvez d'ailleurs tout ce que je dénonçais au début. La suppression de l'ISF, la fusion forcée des communes, le regroupement aux grandes entités régionales. Tout ça, c'est demandé par le rapport des grandes orientations des politiques économiques. La démolition du droit du travail. Alors, c'est pas marqué, il faut démolir le droit du travail, évidemment. C'est de la langue de bois européiste. Il faut comment dirais-je, simplifier et assouplir le droit du travail. Il faut avoir plus de flexibilité, prendre davantage en compte le point de vue des entreprises. Voilà. Donc tout ça, c'est ça que ça veut dire concrètement. On va démolir le droit du travail. Il faut mettre en concurrence EDF et mettre en concurrence la SNCF. Ça veut dire la privatisation, c'est ça que ça veut dire. Il faut mettre en concurrence les barrages hydroélectriques. La France est sommée de vendre les barrages hydroélectriques. Là aussi, c'est un truc qui nous rapporte que du cash, quoi. C'est ce que nos parents, nos grands-parents, collectivement, nous ont légué. Le patrimoine national, le patrimoine public. Et nous sommes obligés de le vendre pour le vendre, en fait, à une oligarchie financière qui va se faire un blé monstre avec. Et malheureusement, je suis obligé, vous savez, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'on est obligé de soupçonner les gens qui nous dirigent d'avoir un intérêt financier personnel dans toutes ces opérations. Les pilleurs d'État. Les pilleurs d'État, comme dirait effectivement Philippe Pascot. Moi, quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu la surprise. J'ai découvert, après Dupont-Aignan, j'étais paraît-il le candidat le plus riche.
Mince. Avec ma femme, on s'est endetté sur 17 ans pour acheter un appartement parisien. Je ne me rendais pas compte. C'est vrai que les appartements parisiens, depuis 17 ans, ont été extrêmement augmentés. Donc j'avais quand même... Moi, ma femme est fonctionnaire, je suis fonctionnaire. Je me suis endetté sur... D'abord, une première fois sur 5 ans, 10 ans pour acheter un appartement. Le revendre, avoir plus grand, 17 ans, comment ça se fait? Alors j'ai regardé, Macron, il a gagné 3 millions d'euros par an chez Rothschild. Un inspecteur général des finances, c'est le poste le plus haut payé de l'administration. Je suis d'ailleurs bien moins de gagner ça maintenant. Mais c'est nettement moins de 10 000 euros par mois. Ça fait nettement moins de 100 000 euros par mois, par an. Macron, il a gagné 3 millions d'euros par an. Et paraît-il que, comme fortune, il a un studio à Pigalle. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Bon. Alors, écoutez, à Marseille, ça va. Non, parce que j'ai toujours trouvé extraordinaire cette... je vais faire un petit peu de polémique, mais moi j'ai trouvé quelque chose qui était absolument inouï, c'était la rencontre Mélenchon-Macron qui a eu lieu dans cette ville. Bon. Alors Mélenchon, paraît-il, a fait un discours vitriol contre Macron, c'était le mois de septembre, hein, en disant c'est le pire xénophobe qu'on ait jamais eu, c'est un hypocrite, c'est un faux cul, je crois qu'il a dit ça comme ça, mais quand même, il n'a pas forcément tort d'ailleurs, mais enfin, il l'a dit publiquement, comme ça, il a fait une harangue, hein, et puis après, et quelques heures après, on voit Mélenchon rencontrer Macron à minuit sur le trottoir à Marseille. Alors déjà, la première chose que je pose, j'aimerais que vous me disiez ici, qu'est-ce que faisait le président de la République à minuit sur le trottoir à Marseille? Non mais dites-moi. Il avait des amis. Et puis alors surtout quand on a vu après Mélenchon qui dit, vous avez vu cette scène, on ne sait pas s'il faut éclater de rire ou en pleurer ou envoyer une tomate sur l'ordinateur, mais avec Mélenchon, avec quelqu'un qui dit « Ah ben alors comment ça se fait que vous dites du bonjour à M. Macron alors qu'il y a 3 heures vous le traitiez de... » Et il dit oh, « c'est une simple exagération marseillaise, etc. » Bon, enfin bref, c'est vos histoires, mais moi, tout ça, ça me paraît... Bon. En attendant, on est obligé de poser la question quand même de savoir pourquoi est-ce que nos dirigeants font ça et pourquoi... où est-ce que tout ceci va? Alors moi, je vais terminer ici mon propos parce que je veux pas... Enfin, je pourrais vous parler jusqu'à demain matin, mais je veux aussi pouvoir répondre à vos questions. Ce que je voudrais dire, j'essaie de faire rigoler, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout parce qu'en fait, notre pays est en train de se désintégrer, vraiment, d'être pillé. Son patrimoine national, tout ce que nous ont légué les parents, les grands-parents, etc. Son unité nationale. Je suis le seul à tirer depuis des années la sonnette d'alarme sur l'unité nationale. Regardez ce qui se passe en Alsace. En Alsace, en 2013, votre ami Hollande avait déjà décidé de supprimer les 2 départements alsaciens. Mais les Alsaciens n'ont jamais rien demandé. Hein. Nous, on était petits à l'époque. On avait fait campagne sur place en Alsace pour dire non, on ne veut pas supprimer les départements. Et bon, notamment dans le Haut-Rhin, je me rappelle, j'avais vu un monsieur qui avait un certain âge, à Colmar, qui disait bah, « Je suis d'accord avec vous, on ne va pas voter pour. » Elle dit « Ah bon, pourquoi ?» Elle dit « Parce que si on vote, c'est encore Strasbourg qui aura tout, et nous, on n'aura rien. » Voilà comment les gens raisonnaient. Ça veut dire que le référendum qui avait eu lieu en 2013, en vertu d'une loi qu'on appelait la loi Guémard, qui consistait, c'est le moins qu'on puisse faire, c'est de demander l'avis des populations concernées, eh bien, on avait demandé l'avis des populations concernées, et pour que le référendum de 2013, qui consistait à supprimer les 2 départements alsaciens et créer une collectivité Alsace unique, pour qu'il puisse être valable, il fallait 4 critères. Il fallait que dans chacun des 2 départements, Bas-Rhin et Haut-Rhin, il y ait au moins 25% des Français, enfin des électeurs qui souhaitent aller voter. Et les 2 autres critères, c'est qu'il fallait que dans chaque département, le nombre des électeurs ait dépassé 50% en faveur du projet. Le résultat, c'est que dans les 2 départements, la participation n'avait pas dépassé 15%. C'est déjà, ils n'étaient pas valables, les référendums n'étaient pas valables parce que les gens, on ne sait pas ce qu'ils demandent. Les Français, ils n'ont pas envie qu'on supprime le département des Bouches-du-Rhône ou le département du Bas-Rhin. Les Français, ce qu'ils voudraient, enfin, je parle sous votre contrôle, les Français, ils voudraient, 1, ne pas perdre de pouvoir d'achat,
on puisse avoir une amélioration progressive des conditions de vie, et voilà, et accessoirement, que voilà, on passe tout à fait accessoire, mais que on retourne vers une certaine authenticité. Les Français en ont marre de la malbouffe, les Français sont de plus en plus attentifs aux questions d'environnement, d'écologie. Voilà. Mais en gros, c'est pas si compliqué que ça, mais jamais les Français ne disent « Moi, ce que je voudrais, c'est la privatisation de la Poste. Moi, ce que je voudrais, c'est la suppression du département de Vaucluse. » Ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce que Macron nous prépare. Hein. Il va dire après ce grand débat, c'est pas un grand débat, hein, c'est un one-man show, qui fait campagne d'ailleurs. Il fait campagne aux frais de la princesse, c'est-à-dire la princesse étant vous et moi. C'est totalement illégal, totalement. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Il occupe 80% de l'espace médiatique pour faire sa propre campagne. Et Macron va vous sortir d'un chapeau. Alors voilà, j'ai compris ce que les Français veulent. Ils veulent supprimer le nombre de députés, supprimer le nombre de départements. On ne vous a jamais posé la question. Et puis, pour le reste, Bernick, le référendum, non, 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 ça n'est pas pour vous. Vous êtes trop ignare, vous êtes trop ignorant. Voilà. Ou alors peut-être vous êtes voilà. Donc en fait, le grand débat va évidemment accoucher d'une souris, mais pour les raisons que vous avez comprises. Macron ne peut pas répondre aux sollicitations des Gilets jaunes. Il ne le peut pas. Il ne peut pas recréer l'impôt de solidarité sur la fortune, puisqu'il l'a supprimé à la demande de la Commission européenne. Il ne peut pas interdire la privatisation des services publics, puisqu'il a le pistolet sur la tempe. Il ne le peut pas. Regardez par exemple ce qui se passe outre-Manche, avec le Brexit, qui va avoir lieu sans doute le 29 mars prochain. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe. Alors il est de bon ton ici de dire c'est la catastrophe. Je voyais récemment notre délégué on a 150 adhérents au Royaume-Uni, 150 Français expatriés. C'est le passage à Paris, parce que nous on va faire une grande fête sur place, je vous en parlerai tout à l'heure, ça vous intéresse. Et je lui dis, comment ça se passe en fait? Mais ça se passe très bien. Le seul truc où ça se passe mal, c'est dans les journaux. Ce sont les médias qui inventent ça. Le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4%. Vous vous rendez compte comment ça se passe mal? C'est le plus bas taux de chômage depuis 40 ans. Comme ils sortent de l'Union européenne, la directive travailleurs détachés ne s'applique pas. Effondrement du nombre de travailleurs venus des pays de l'Est. Manque de travailleurs qualifiés. Conséquence, augmentation des salaires. Voilà. C'est comme c'est catastrophique. Les Britanniques, on voit leur salaire augmenter. Le taux de chômage a continué à diminuer depuis 2 ans. Il est tombé à 4%, ils veulent leur salaire augmenter. Privatisation. Madame Thatcher avait tout privatisé. Comme maintenant ils sont en train de se sortir des directives européennes, ils ont décidé de renationaliser la ligne de chemin de fer qui va de Londres à l'Écosse, qui s'appelle East Coast Line. Alors que nous, on fait le contraire, à la demande de Bruxelles. Ils sont en train également d'imposer maintenant pour les marchés publics une nouvelle contrainte totalement interdite par Bruxelles, c'est que pour les marchés publics au Royaume-Uni, désormais, 60% doit être fabriqué au Royaume-Uni. Le résultat, c'est qu'on commence à avoir une réindustrialisation du pays. Alors vous imaginez bien, évidemment, que pour les oligarques qui tirent tout ça, c'est la catastrophe. Donc on vous fait croire que c'est tout à fait catastrophique, et on vous fait croire aussi s'il y avait un deuxième référendum, d'ailleurs ils ne le demandent plus, parce que semble-t-il qu'il y a des sondages confidentiels qui circulent, il est possible que s'il y a un deuxième référendum, ce ne soit pas 52% des Britanniques qui votent en faveur du Brexit, mais que ce soit 54 ou 55%. Tellement les Britanniques, d'ailleurs, en ont ras-le-bol, qu'ils ont voté pour la sortie, et puis que 2 ans et demi après, ça continue à lambiner et à soutenir en permanence à avoir des obstacles. Alors, vous l'avez compris, je terminerai ici mon propos. Pour les élections européennes, je ne vais pas vous mentir, hein. Les élections européennes, vous savez que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert un petit peu plus, on me le dit, Giscard a dit il y a quelques semaines, vous vous rappelez, il a dit que le Parlement européen ne servait à rien. C'est pas tout à fait vrai, c'est un Parlement qui a un pouvoir de codécision sur certaines décisions, mais c'est vrai que c'est un Parlement croupion,
C'est un Parlement, par exemple, qui ne vote pas les recettes fiscales. C'est un Parlement qui, lorsqu'il y a un conflit avec la Commission, c'est la Commission européenne qui l'emporte, alors que la Commission est peuplée de gens qui ne sont élus par personne, qui sont des technocrates, qui sont... bon. Donc le Parlement européen n'a qu'un pouvoir résiduel. Puis d'abord, les Français, en gros, ils ne comprennent rien. Parce que c'est une usine à gaz compliquée. Et puis que les Français ne se sentent pas de sentiment de solidarité naturelle. Si je distribuais ici une interro écrite en demandant donnez-moi la liste des 28 pays membres de l'Union européenne, je ramasse ça dans 2 minutes. Si j'y ajoutais donnez-moi le nom du chef d'État de chaque pays, et là, je suis pas sûr j'aurais beaucoup de bonnes réponses. Même l'autre jour, j'étais sur Arte avec Raphaël Enthoven, parce que c'était là, j'avais affaire à des grands Européens. Et j'aurais dit, mais par exemple, j'ai cité la présidente de la Lituanie. C'était pas au courant, hein. Elle s'appelle Madame Grybauskaitė, Dalia, ça fait un peu chrysanthème. Dalia Grybauskaitė est ceinture noire de karaté. Ça va taper le regard, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que, en réalité, il n'y a pas de sentiment de solidarité. Alors il y a un risque, c'est que des Français se disent oh, moi je ne vais pas aller voter. Et si vous n'allez pas voter, c'est Macron qui dira c'est formidable. Parce que c'est lui qui dira, vous avez vu des sondages qui donnent 24%, il dira en fait, vous les gilets jaunes, en fait ce mouvement, vous avez bien vu que tout est fait d'abord pour diffamer les gilets jaunes, comme moi j'ai été diffamé. Moi on m'a traité de complotiste, conspirationniste, les gilets jaunes on dit racistes, antisémites, violents, etc. Haineux. Pour vous, c'est pas tout à fait faux. Objectivement, les gens qui ne vont pas voter vont conforter Macron. Parce que ceux qui ne vont pas, je veux dire, comprenons bien, je veux dire, les gens qui ne sont pas d'accord avec Macron, il faut surtout qu'ils aillent voter. Parce que si les gens qui ne sont pas d'accord avec Macron ne vont pas voter, ne croyez surtout pas les gens qui vous disent, vous vous rendez compte, s'il y a 50% d'abstention, on se rend très bien compte. Il y en a eu 59% en 2009 et 56% d'abstention en 2014. En Estonie, en 2009, il y a eu 89% d'abstention. Parce que ça n'intéresse personne, ces élections. Il y a eu 11% de votants. Il n'en demeure pas moins que les gens qui ont été élus ont été élus. Voilà. Je voudrais toujours dire aussi aux abstentionnistes que les traités aux abstentionnistes. Donc surtout, alors si vous êtes pour Macron, je vous conseille en effet de vous abstenir. Oh, Mani, tu aimes bien Macron, mais finalement tu es un peu fatigué aujourd'hui. Reste chez toi. Donne-moi. Mais si vous êtes anti-Macron, surtout, allez voter. Mais n'allez pas voter pour lui. Allez voter pour quelqu'un d'autre. Ben, vous allez voter pour qui? Alors, non mais j'insiste sur un aspect des choses. D'abord, c'est un vote à un tour. C'est pas un vote à 2 tours. Donc il faut arrêter les billards à 5 bandes. Moi, à Paris, il y a plein de gens maintenant, dès que je sors. C'est presque Madonna. Pas tout à fait. Non mais sans rire. Très souvent, quand je sors, il y a des gens qui m'abordent dans la rue, qui me disent « Ah, monsieur Asselineau, vous êtes formidable, vous êtes extraordinaire. » Oui, c'est exact, effectivement. Mais je leur dis ensuite « Mais est-ce que vous avez voté pour moi ?» Alors il y a des gens qui ont voté pour moi, mais il y a beaucoup qui disent « Non, j'ai... alors quoi ? J'ai voté utile. » Et j'ai dit « C'est quoi utile ?» Alors en général, ils ont voté Le Pen ou Mélenchon. Mais j'ai dit finalement c'était utile ou c'était inutile ? C'était totalement inutile. Tout le monde sait bien que face à Madame Le Pen, un âne serait élu. D'ailleurs, je ne sais pas ça. C'est fait. Honnêtement, je pense que j'étais un très mauvais candidat de premier tour, puisque je n'étais pas connu, on m'avait... Bon, donc je ne pouvais pas faire un gros score, puisque les gens ne me connaissaient pas. Vous ne votez pas pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais honnêtement, je pense que j'étais... Là, nous avons affaire à une élection à un tour. Et là, chaque voix va compter.
Si un parti politique dépasse 3% des suffrages, il est remboursé de toute sa mise de fonds. Pour un mouvement comme le nôtre, dont je rappelle, et c'est très important, je vais le rappeler après, pour un mouvement politique comme le nôtre, c'est très important parce que ça nous permet, on va dépenser 1 200 000 € versés par la générosité de nos adhérents et de nos donateurs, dont vous. D'ailleurs, si ça n'est pas fait maintenant, ça sera fait à la sortie. On n'est pas sorti. On récupère notre argent, ce qui nous permettra de nous présenter aux élections municipales. C'est très très important financièrement. Mais si en plus on dépasse 5%, à ce moment-là, on a des députés. Alors ça, il faut bien mesurer ça. C'est-à-dire que quel député voulez-vous si vous voulez protester contre Macron? Les Républicains? Honnêtement. Les Républicains, qui sont les héritiers de l'UMP, qui sont les héritiers du RPR, ont des députés depuis l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1979. Ça fait donc 40 ans qu'il y a des députés de cette mouvance. Bon. Qu'est-ce que ça va faire d'avoir encore des députés des Républicains? Rien. Absolument rien. Ça ne changera rien. Parti communiste, pareil. Ils ont des députés au Parlement européen depuis 40 ans. Parti socialiste, pareil. Hier à l'émission d'Ardisson, je ne sais pas s'il va y avoir des coupes, mais ça commence très fort dès le début, parce qu'Ardisson m'a dit, bah alors, monsieur Asselineau, pour vous, est-ce qu'on peut changer d'Europe ou pas? Je lui ai dit, écoutez, monsieur Ardisson, je suis venu avec un cadeau pour vous. Alors tout le monde regardait le cadeau. Je lui ai demandé, c'était une reproduction de l'affiche du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979, vivre au pays, changer l'Europe. Et ça fait 40 ans qu'il propose de changer l'Europe. Ah, il a dit oui, en effet. Et après, j'en avais d'autres, des cadeaux que je lui ai montrés. C'était le Front de gauche pour changer l'Europe. Sarkozy, changer l'Europe. Monsieur Dupont-Aignan, changer l'Europe. Le ELV les Verts pour la Constitution européenne, pour une autre Europe. Donc en fait, ils sont tous pour une autre Europe ou pour changer l'Europe depuis 60 ans. Ah, il a dit, oui, en effet. Il y a le député d'En Marche qui était là, qui tirait triste mine, mais qui a aussitôt, après, quand on lui a donné la parole, il a dit, ben, nous, ce qu'on propose, c'est de changer l'Europe. Alors, Parti socialiste, Parti communiste, LR, même ELV, les écolos, ils ont des députés depuis 40 ans. Donc si vous voulez leur redonner un mandat pour que ça passe de 40 à 45 ans, libre à vous, mais ça ne changera strictement rien. Le Front National, c'est pas depuis 40 ans, c'est depuis 35 ans. Monsieur Le Pen est député européen depuis 1984. Monsieur Gollnisch, je crois, l'est depuis 30 ans, depuis 1989. Madame Le Pen, je crois qu'elle a déjà 12 ans de mandat de député européen. Je signale que les gens qui veulent voter à l'Assemblée nationale devraient regarder ce qu'ont dit et fait les députés Front National depuis 35 ans. Il n'y a rien. D'ailleurs, si vous allez regarder, je vous conseille, il y a un site qui est pas mal. C'est un site qui dresse la liste des présences au Parlement européen. Vous verrez que le dernier et l'avant-dernier, c'est Philippot et Jean-Marie Le Pen. En termes de présence sur 735 députés, c'est grand genre quand même. Hein. Grand genre. Donc il ne se passera rien. C'est-à-dire que les gens diront « Oh là là, 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 le Front National a fait 24%, vous rendez compte ?» Et puis 3 jours après, c'est terminé. On va qu'à autre chose, il ne se passe rien. Oui, alors à la fin du mois, il touche. Alors moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de faire le vote qui fait le plus peur à l'oligarchie. Tellement peur que l'on cache ce parti politique. Tellement peur que depuis 22 mois, ce parti politique a été totalement interdit d'antenne de toutes les télévisions publiques françaises et de TF1 et de LCI et de LCP au mépris de toutes les lois sur la pluralité politique.
Un parti politique qui fait tellement peur que les instituts de sondage, lorsqu'ils appellent les Français, on a des remontées, et ils demandent actuellement, peut-être que ça va vous arriver, vous avez voté pour qui en 2017? Alors là, il y a 11 choix. Normal. Donc il y a certains de nos adhérents qui nous ont dit, ben, j'étais appelé par... L'un c'était par l'IFOP, l'autre par la Sofres, deux autres par la Sofres, un par Ipsos. Et il dit, ben, comme ce sont nos adhérents qui nous signalent ça, ils disent, ben, j'ai voté Asselineau. Ah, très bien. C'est une dame au téléphone en général, parfois un monsieur. Et, voilà. Et puis après, quelques questions. Deuxième question, c'est et vous allez voter pour qui aux européennes? Alors ils disent, ben, j'ai voté pour la liste Asselineau. Oui, mais ça, j'ai pas. Donc il faut que vous disiez un autre parti. De quel autre parti vous sentez-vous le plus proche? Mais attendez, pourquoi vous l'avez pas? Non, alors attendez, je vais vous expliquer. On a le MTA, lutte ouvrière, comment dirais-je, Dupont-Aignan, voilà, les patriotes, mais UPR, on n'a pas. Alors vous ne me croyez peut-être pas, mais on a eu heureusement un de nos adhérents qui a eu quand même la présence d'esprit. Il avait un logiciel sur son téléphone, vous savez, vous permettre d'enregistrer le truc. Je crois qu'il est où, Fabien? Il est là. On va sortir dans quelques jours. Ouais. Hein, on va sortir. Bravo. Ça, voilà. Et pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce que d'abord je suis ce qui ne doit jamais arriver. C'est-à-dire quelqu'un qui est issu du sérail, qui normalement devrait couler une fin de vie professionnelle en gagnant des centaines de milliers d'euros, qui devrait la fermer et qui a fait un choix tout à fait différent. Hein, qui a fait un choix, comme je le cite souvent, excusez-moi, c'est un peu pour m'envoyer des fleurs, mais après 12 ans de souffrance et vu le stade où on en est arrivé maintenant, on a quand même un parti qui est le premier sur Internet, quand même. Bon. Il y a ce proverbe chinois qui dit « c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres ». Il n'y a pas que moi. C'est-à-dire que les gens qui nous ont rejoint notre mouvement ne l'ont pas fait pour des raisons mauvaises. Ils l'ont fait pour de nobles raisons. Ils savent qu'il n'y a pas un mandat électif facile à l'arrivée. Ils savent qu'ils ne vont pas avoir un HLM. Ils savent qu'il ne va pas y avoir des copains qui vont leur filer des marchés publics. Ils savent qu'il n'y a pas de pognon à prendre. Au contraire, il y en a à donner. Mais ils le font en fait pour notre pays, pour la France et pour le bien-être des gens qu'on aime. Vos conjoints, j'espère que vous aimez votre conjoint. Ah, écoutez, je ne veux pas me mêler de vos affaires. Les gens que vous aimez, vos enfants, vos parents, vos amis, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire quand même notre avenir collectif. Et puis aussi, moi je suis un peu épaté de voir comment des Français, on a l'impression parfois, sont indifférents à la France. On est les héritiers d'un pays qui a 40, 50 générations. Un pays, dès que vous sortez des frontières, vous avez dans le monde entier les gens qui envient la France, respectent la France, voudraient que la France soit comme ci, voudraient que la France soit comme ça. Et ils nous disent d'ailleurs, quand ils vous aiment bien, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Où est passée la France que l'on aimait, hein? Où est passée la France, celle qui dit zut aux États-Unis, zut, plus que zut d'ailleurs à Hitler, zut aux Russes, zut, etc. La France qui défend la liberté des peuples et des nations. Tout ce patrimoine immatériel ou matériel que nous ont légué les 50 générations, on est là aussi pour les défendre, pour pouvoir transmettre ça aux générations futures. Et comme je le dis souvent, la France n'appartient pas qu'à la France. Hein, le principe de France, c'est un principe d'émancipation des peuples et des nations, et également un principe de référence pour l'ensemble des pays de la francophonie. Vous connaissez ce que je dis souvent. Moi, je suis effaré de voir que l'on consacre des sommes monumentales, sans que les Français le sachent, par l'intermédiaire des fonds européens versés aux pays de l'Est, par exemple. Hein, j'ai rien contre les pays de l'Est, mais j'ai rien pour l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, qui commémorent les Waffen-SS. On a prépositionné dans ces pays des chars et des avions de combat à 500 mètres de la frontière russe, au risque de nous entraîner un jour dans un conflit planétaire avec la première ou deuxième puissance militaire mondiale. Alors moi, je préfère que la France revienne à ce qu'elle était du temps de De Gaulle, des amitiés universelles, une politique arabe indépendante, une politique africaine qui serait débarrassée de son néocolonialisme. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui m'interrogent sur les questions
Nous aiderons les pays africains qui le souhaitent à sortir du CFA, comme nous on veut sortir de l'euro, parce qu'au bout du compte, c'est la même chose. Une monnaie, c'est un peuple et une nation. Donc nous, on veut le faire aussi. Mais parce qu'une des vraies richesses de la France au troisième millénaire, c'est d'être un pays en contact avec l'ensemble des pays du monde, et peut-être plus particulièrement avec les pays de la francophonie. Hein, moi, je regardais ce qui se passe en ce moment, l'Afrique bouge beaucoup. J'ai été reçu il y a quelques semaines par l'ambassadeur du Sénégal qui me rappelait qu'au Sénégal, en ce moment, le taux de croissance est de 8%. Vous avez en Angola plus d'immigrés portugais en Angola aujourd'hui que d'immigrés angolais au Portugal. Tous ces pays d'Afrique qui ont été délaissés, on y découvre des matières premières, des terres rares, des hydrocarbures, des trucs et des machins. En plus de ça, l'ensemble des pays d'Afrique francophone basculent de plus en plus vers la francophonie, ce qui fait que la langue française, contrairement à ce qu'on vous a mis dans la tête, est une langue qui est en train de se développer de façon fulgurante au niveau planétaire. Il y avait 190 millions de francophones en l'an 2000. En 2019, on est passé de 190 millions à 260 millions. Et selon les tendances actuelles, on sera en 2060, je mangerai peut-être les pissenlits par la racine à cette époque, mais en 2050 ou 2060, c'est pas dans très longtemps, on aura normalement 600, 700 millions de francophones dans le monde, parce que les jeunes générations en Afrique, elles se tournent vers Internet, et sur Internet, la langue française est déjà, que ce soit sur Google, sur Facebook, sur eBay, sur Amazon, sur etc., tous les réseaux sociaux, sur Yahoo. En gros, la langue française est entre deuxième et cinquième langue la plus utilisée sur tous ces réseaux sociaux. Donc les jeunes générations, notamment d'Africains, se tournent vers la langue française. Et je ne dis pas ça pour faire un cocorico, je dis ça parce que simplement, nous devrions, vous connaissez ce que je dis souvent, le siège au Conseil de sécurité que Macron est en train de fourguer à l'Allemagne dans une espèce de haute trahison qui mériterait d'être poursuivie comme a été poursuivi Pétain en 1945. Hein. Et un jour, il faudra faire ça. C'est-à-dire que le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle était un véritable scandale. On s'apprête, toutes les élites françaises sont en train de se mettre à genoux devant l'Allemagne, à proposer bientôt notre siège au Conseil de sécurité dans un siège européen, et puis les bombes nucléaires qui deviendraient des bombes nucléaires européennes. Nous disons tout le contraire. Nous disons que nous devons au contraire nous rassembler avec les pays avec lesquels nous avons la même langue, une partie de l'histoire en commun, et puis des échanges tous azimuts qui sont très supérieurs à ce que l'on a avec d'autres pays. Alors je termine mon propos. Si vraiment, vous voulez faire passer un message cinglant à Macron, c'est que le parti le plus boycotté de France par les grands médias fasse une percée électorale spectaculaire. Et moi, je suis assez confiant, parce que je vois actuellement beaucoup de choses qui se passent. Nous avons des ralliements. On a eu hier un ralliement tout à fait inopiné. Je n'avais pas vu une très haute responsable, une responsable de France Insoumise, qui avait été candidate aux législatives dans l'Oise, qui est la responsable de France Insoumise à Soissons, qui nous a rejoints, qui a publié sur Facebook toutes les raisons pour lesquelles elle pensait que le programme de France Insoumise n'était pas le bon. On va avoir bientôt un ralliement de gens venant de tout à fait d'autres sources. Chacun est là pour débattre. Hein. Moi, voilà, chacun peut avoir son opinion. Ce que je sais, moi, c'est que même chez les journalistes, mezza voce, il y a des choses qui se passent. Parce que les journalistes, des Français comme les autres, hein, ils ne sont pas toujours... Et je vois que les journalistes, en ce moment, se posent beaucoup de questions. Ils constatent les dérives autoritaires de la France, pour ne pas dire dictatoriales. Vous avez vu comment la France a été épinglée, c'est une honte. La patrie des droits de l'homme qui a été épinglée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU il y a quelques jours, par Madame Michelle Bachelet, la haute représentante de l'ONU pour les droits de l'homme. On se place à peu près entre le Zimbabwe et Haïti. Il faut quand même le faire, hein, d'après ça, à cause justement de la répression des manifestations des Gilets jaunes. Si vous voulez vraiment donner un signal extrêmement important, vous avez un moyen de le faire, c'est de voter pour l'UPR. Et si nous avons des députés, c'est-à-dire si on dépasse 5%, c'est quand même pas la mer à boire, eh bien je vous assure qu'on fera quoi? On fera ce qu'a fait Nigel Farage, ce que n'ont jamais fait aucun député français depuis 40 ans. On fera ce qu'ont fait les Britanniques de Nigel Farage, c'est qu'à chaque fois qu'on aura la parole, faites-moi confiance, hein.
Quand j'ai la parole, je la lâche peu. Lorsque on prendra l'occasion à Bruxelles et à Strasbourg, parce que vous savez, le Parlement se tient alternativement là, on prendra l'occasion de mettre les pieds dans le plat et de dénoncer la dictature européenne, de dénoncer les guerres illégales soutenues, de dénoncer par exemple le soutien. Pourquoi est-ce qu'on soutient Guaido par rapport à Maduro au Venezuela? Donc ce n'est pas nos affaires. Nous soutiendrons également, nous soulignerons les connivences des uns et des autres. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, j'ai mis les pieds dans le plat chez Ardisson hier, je ne sais pas, peut-être que ça va être coupé. Il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui maintenant sont dans la main de la mafia. L'île de Malte est tombée dans la main de la 'Ndrangheta calabraise. Il y a eu d'ailleurs une journaliste qui s'appelait Madame Galizia qui a été pulvérisée parce qu'elle a été assassinée, parce qu'elle menait une enquête justement sur les liens entre le pouvoir à La Valette et la 'Ndrangheta calabraise. Pareil en Slovaquie, un journaliste a été assassiné. Pareil en Bulgarie. C'est-à-dire que vous avez un système mafieux qui est en train de gangrener l'Union européenne. Et je rappelle à ceux qui croiraient que l'on peut changer l'Europe, que pour changer l'Europe, vous devez avoir l'unanimité de tous les pays membres des traités européens. Donc, par exemple, vous devez avoir l'accord du gouvernement de Malte. Si vous avez des États fragiles, petits, comme Malte, ou comme la Slovaquie, ou la Bulgarie, qui sont gangrénés par les mafias, jamais vous ne pourrez faire passer, par exemple, des impôts, comment dirais-je, des politiques de taxation sur les transactions financières, de taxation sur les GAFAM, etc., parce que ce sera bloqué, ne serait-ce que par ces petits pays qui verrouillent le système. C'est la raison pour laquelle nous, si on a des députés, on donnera un coup de projecteur, non seulement au figuré, mais aussi au propre. Puisqu'on a une équipe, vous avez peut-être vu que nous, on a une chaîne de télé qui a dépassé les 108 000 abonnés. On a quelqu'un de très talentueux en la personne de Fabien. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, parce que son immodestie légendaire va souffrir. Mais il n'y a pas que lui. Nous avons, ce que nous ferons, si on a des élus, on sera vos représentants. On ira filmer. On dira voilà ce qui se passe dans les commissions, voilà ce qui se passe, voilà comment les députés viennent chercher le pognon en signant. Vous savez, parce que au Parlement européen, vous êtes payé, je ne sais plus combien, je crois que c'est 9 000 euros par donc 6 000 euros plus 3 000 euros de prime. Bon, ça fait 9 000 euros. Mais en plus de ça, si vous allez travailler, on vous paye en plus. Donc, c'est pas mal comme truc. Vous gagnez 9 000 euros par mois net d'impôts, et en plus, si vous allez travailler, il faut vous payer en plus. Donc il faut aller faire un émargement. Au passage, chez nous, nous avons des députés qui vous rendront des comptes et on donnera le maximum légal à notre mouvement politique sur des primes venues justement de Bruxelles ou de ce Parlement. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Maintenant, c'est à vous et aux Français de se prendre en main, de se mobiliser et de se dire que là, ils ont une occasion. Bien sûr que ce n'est pas une élection qui va changer le monde. Ce n'est pas l'élection présidentielle, ça c'est vrai. Ça n'est pas l'élection présidentielle. L'élection phare, c'est l'élection présidentielle. Les élections européennes sont des élections un petit peu marginales. Mais ça va être la première élection nationale depuis que votre ami Macron est à l'Élysée. Et si, à l'occasion de cette élection, Macron se ramasse une gifle, et la plus grande gifle qu'il puisse se ramasser, c'est celle d'un seul coup de voir le parti politique dont il a donné ordre et qu'il ne soit jamais question dans les médias publics, que ce soit lui qui fasse la progression. Il s'agit de l'UPR. Je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai un petit peu long, donc j'ai parlé une heure. Ouais. Je suis là pour répondre à vos questions.